Donc pour la dernière plénière de cette matinée, sur les violences et les discriminations vécues par les personnes trans, on accueille à nouveau Maître Sorano, avocat au barreau de Montpellier et président de l'association Alliés des barreaux, et Gabrielle Tessier, bénévole au planning familial du Gard. Elle anime des cercles de parole pour les personnes LGBT et leurs proches. Je vais voir avec ça maintenant. Non, oui, pardon. Si j'appuie comme ça, c'est directement. Oui, c'est encore moi. Donc le protocole de 89, non pardon. Là, cette fois-ci, c'est sur les violences et les discriminations subies par les personnes trans. En termes de définition légale, c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas de définition légale de la violence au sens du droit pénal. On va avoir une définition au sens du droit civil, qui va être l'acte délibéré ou non provoquant chez celui qui en est la victime un trouble physique ou moral comportant des conséquences dommageables pour sa personne ou pour ses biens. Au sens du droit pénal, on a tous une idée de ce que peut être une violence. Ça peut être des coups physiques portés à une personne, une pression mentale exercée pour fragiliser, affaiblir ou menacer une personne. Les violences, quand elles sont mises en lien avec les discriminations, elles peuvent être mises en lien avec les discriminations. La discrimination, je l'ai dit tout à l'heure, la définition, c'est une situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable lorsqu'est pris en considération notamment, il y a toute une liste de critères, et aujourd'hui, pour ce qui nous intéresse, on a le sexe, l'apparence physique, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Donc, les violences peuvent être réalisées en lien avec une discrimination, puisque par principe, toute discrimination fondée sur un motif précité est interdite. Et lorsque une violence est commise en raison de l'identité de genre de la personne, par exemple, le prévenu peut être sanctionné. Alors, j'ai mis des exemples, mais on pourrait faire toute une journée sur ce thème-là. On va avoir l'injure, la diffamation publique ou privée. On peut avoir une diffamation publique, malheureusement, de plus en plus sur Internet. Nous, on a été contactés par des femmes trans, par exemple, qui, sur les réseaux sociaux, se faisaient insulter d'hommes. On leur déniait la qualité, on va dire, de femmes sur des commentaires totalement publics, sous couvert d'anonymat ou pas, parce qu'en soi, on peut retrouver par la suite, en faisant des procédures très compliquées, retrouver l'identité de la personne qui a mis le commentaire. Alors là, je fais un lien. Cette personne-là a été déposée plainte dans un commissariat dont je ne dirai pas où il se situe. L'officier l'agent de police lui a dit « mais c'est pas une insulte puisque vous êtes un homme ». Et donc elle lui a dit « ben non, je suis une femme ». Et donc elle lui dit « oui ». Et donc l'officier lui dit « oui, enfin bon… Et donc elle a dit ben non, je suis une femme le commentaire où on m'insulte d'homme, enfin où on me dit que je suis un homme, pour moi c'est une insulte, c'est une discrimination. J'ai un compte Instagram public, donc tout le monde peut voir ce commentaire-là, et vous vous doutez bien qu'il n'y a pas qu'un seul commentaire en plus à chaque fois. Donc elle a dû changer de commissariat pour que sa plainte soit prise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut déposer plainte n'importe où sur le territoire français à partir du moment où on a subi une infraction sur le territoire français. Donc ça, c'était pas prévu que je parle de ça maintenant, mais du coup, je l'ai évoqué maintenant. Le cadre législatif. On a donc les infractions pénales qui sont prévues comme la violence, la discrimination. Bon, je vous ai mis les articles si vous voulez aller lire ou pas. Et ensuite, on va avoir des infractions où on va avoir des circonstances aggravantes. Les circonstances aggravantes, ça peut être en fonction de la victime ou en fonction du prévenu, de l'auteur. Donc, on va avoir des circonstances aggravantes si les coups et blessures ont été portés en raison de l'identité de genre de la personne. Et ensuite, on peut avoir une circonstance aggravante lorsque les coups et blessures ont été portés par une personne dépositaire de l'autorité publique, petit exemple, ou en bande organisée, ou avec des armes. Voilà, ça peut être une première infraction qui va venir, la discrimination sur l'identité de genre va venir aggraver l'infraction initiale. Je ne sais pas s'il faut que je change ou pas.
Violences administratives et judiciaires. On voulait faire un petit focus sur les violences administratives et judiciaires, parce qu'il n'y a pas que les violences physiques ou mentales qu'on subit au quotidien. On a des violences administratives et judiciaires. Alors, définition, j'ai mis ça, mais j'ai pas vraiment de définition à vous apporter. C'est en fait tous les obstacles et les barrières qu'une personne va devoir franchir et d'abord subir dans ses démarches administratives et judiciaires. Ça va être lorsqu'elle va effectuer une demande de changement de prénom, par exemple à l'état civil, comme je le disais tout à l'heure, et que le maire de la commune va directement transmettre le dossier au parquet en raison de ses idées politiques. C'est un premier obstacle, c'est une discrimination, puisque n'importe qui peut changer de prénom en déposant un dossier en mairie, mais cette personne-là, parce qu'elle est trans, va subir une étape supplémentaire et va voir son dossier judiciarisé. Donc, c'est les violences administratives et judiciaires. Violences administratives, donc c'est ce que je disais, changement d'état civil. Procédure d'adoption et GPA. Nous, on a eu par exemple au sein de l'association des Alliés des retours d'expérience où des couples d'hommes mettent beaucoup plus de temps ou carrément un parcours qui n'aboutit pas, un parcours d'adoption en France qui n'aboutit pas, alors même que d'autres personnes, des couples hétérosexuels dans la même configuration, puisqu'il faut prendre à chaque fois quelque chose de comparable, un couple hétérosexuel qui a également obtenu l'agrément, qui est dans la même région, qui dépend des mêmes services, qui va dépendre éventuellement du même coordinateur ou de la coordinatrice, eux n'auront pas d'enfants, le process n'aboutira pas, alors qu'ils ont par exemple les mêmes critères d'adoption qu'un couple hétérosexuel. On a également l'exemple de la PMA, je l'ai dit tout à l'heure, avec le lobby qu'on connaît tous au moment du changement de loi. On va avoir des violences judiciaires. Moi, j'ai intégré les refus de dépôt de plainte dans le cadre des violences judiciaires. Alors, c'est discutable, parce que ça peut être préjudiciaire, ça peut être administratif, on n'a pas encore vraiment de phase judiciaire, mais on va décider que c'est une violence judiciaire ensemble entre nous. Donc le refus de dépôt de plainte, ou par la suite le classement sans suite. Tout à l'heure, j'évoquais le cas d'une personne qui se fait insulter d'hommes sur Instagram. On a d'autres questions LGBT-phobes où les officiers ne prennent pas la plainte parce qu'ils se disent « c'est pas bien grave » ou « ça n'aboutira pas ». Pour rappel, donc j'ai dit tout à l'heure, on peut déposer plainte n'importe où en France et on a un droit au dépôt de plainte. C'est-à-dire que l'agent, ce qu'on appelle le plainteux dans le milieu, le plainteux n'a pas de notion personnelle à apporter sur la plainte. Il doit juste se contenter de prendre la plainte. Donc il y a des fois où malheureusement, nous avocats, on est obligés d'accompagner une personne juste pour le dépôt de plainte, parce qu'en fait, arrivé au commissariat, l'agent lui dit « non, mais ça, c'est pas vraiment une infraction, ou ça n'aboutira pas, ou c'est pas une insulte ». Et là, on vient, en tant qu'avocat, on dit « vous prenez la plainte, vous prenez votre stylo, vous écrivez, merci, et c'est fini ». Alors ça se passe pas très bien généralement, parce qu'ils sont pas très contents qu'on leur tape sur les doigts, mais au moins on fait respecter les droits. Et c'est comme ça qu'on fait avancer petit à petit les choses. Les classements sans suite, pareil, ça peut être vécu comme des violences judiciaires. Et en préparant cette présentation, je suis tombé sur un arrêt récent. Alors, moi, personnellement, je fais du droit public, c'est-à-dire tous les liens entre l'administration et les citoyens. C'est jugé au tribunal administratif, cour administrative d'appel et conseil d'État. Et il y a une décision de la cour administrative d'appel de Versailles qui est assez intéressante, quoique très choquante, qui a été commentée, qui est du 24 juin 2025, donc très récente. Pour les puristes, je donne le numéro de la décision, 24 VE 022 53, où on a donc un enfant qui est né fille, qui obtient un changement de prénom à l'état civil, qui a 13 ans. L'enfant a 13 ans. Ses parents l'inscrivent dans une colo d'hiver organisée par la commune, et ils demandent que l'enfant soit placé durant la colo dans les dortoirs de garçons. Et le maire dit non. Donc les parents contestent la décision du refus du maire devant le tribunal administratif, qui donne raison au maire, et qui dit qu'il n'existe aucune obligation pour le maire de prendre en considération le changement de prénom et donc l'identité de genre de ce garçon pour le placer dans un dortoir. Pour le placer dans un dortoir à 13 ans. On rappelle un peu les faits. Les parents, pas contents, vont devant la cour administrative d'appel, donc de Versailles, qui rend cet arrêt le 24 juin 2025 et qui confirme effectivement que le maire n'avait pas l'obligation de prendre une décision d'affectation de ce petit garçon
dans le dortoir des garçons. Et alors, vraiment, si vous êtes puriste ou curieux, vous pouvez aller lire l'article de l'AJDA, Association juridique du droit administratif, je crois, sur le site d'Alloz, D-A-2-L-O-Z, qui commente cet arrêt. Le titre, je ne l'ai plus, c'était quelque chose comme une histoire à dormir debout. Ils avaient fait un petit jeu de mots, ils avaient essayé. Selon la Cour administrative d'appel de Versailles, le dortoir attribué à un enfant en colonie de vacances est celui qui correspond à son sexe et non à son genre. Donc bon, il y a vraiment toute une partie juridique sur le code de l'éducation, etc. Et il y a quand même les parents, à mon avis par le biais de leur avocat, avaient soutenu les dispositions, la violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la vie privée et le droit au respect de la vie privée et vie familiale. Et les juges administratifs ont estimé que non, il n'y avait pas d'atteinte à la vie privée de par la décision du maire de la commune. Donc c'est une décision qui est très récente, extrêmement, pour moi, déjà personnellement et en tant que juriste, choquante. Mais voilà, je voulais vous la partager et vous pouvez aller la lire si vous voulez. Et on a ensuite d'autres sources de violence au travail, dans le milieu scolaire, donc je viens un peu de l'évoquer, où nous, puisque, pour donner un peu d'exemples et d'illustrations, pour que ce soit concret, que ce ne soit pas juste des dossiers comme ça ou des stats qu'on vous donne, nous, on a été, le premier sujet pour lequel on est contacté au sein de l'asso, c'est de la transphobie. Transphobie, et le deuxième, c'est des questions d'asile ou de situations irrégulières sur le territoire français pour les personnes LGBT. Et dans les questions de transphobie, on a beaucoup de sujets au travail, notamment dans une entreprise de collecte de déchets, où ça se passe très mal, et où on a globalement demandé à la personne, donc, qui est une femme trans, qui se faisait insulter quotidiennement par ses collègues, ben, si elle ne pouvait pas se mettre en arrêt maladie ou si elle ne pouvait pas partir. Donc on est intervenu avec un avocat en droit du travail pour essayer de faire en sorte que ça se débloque. Dans une chaîne de fast-food locale également, on a 2-3 petits soucis. Et on fait face malheureusement à des violences intrafamiliales évidemment et intracommunautaires. Où en fait, dans la communauté LGBT, ben, en fait, le thé des fois, il n'est pas trop accepté. Et ça reste extrêmement problématique. Et je voulais terminer sur ça. Merci. Gabriel, du coup, c'est à toi. Ok. Merci, le CORES Occitanie, d'avoir invité aujourd'hui le planning familial. Je suis désolé, j'ai pas suivi le protocole de 89, je suis venu en pantalon, donc tant pis. Je vous avoue, je suis un peu stressé par l'exercice, et en même temps, c'est pas tous les jours qu'on offre à une femme transgenre et lesbienne une opportunité pareille, donc je suis fier de l'avoir prise. Je suis également fier d'avoir pris la parole après autant de personnes trans. Merci à vous et merci pour votre force, franchement. Et pour une fois qu'une personne trans a accès à autant de médecins d'un coup, je vais peut-être en profiter. Donc j'espère que vous prenez des nouvelles clientes après, quoi, parce que on en manque. Surtout moi, je viens d'Alès, donc moi je suis bénévole au planning familial du Gard, et il se fait que le planning familial du Gard est surtout positionné à Alès pour ses bénévoles. Et donc moi, je viens de la campagne Cévenol, donc je peux vous garantir que je ne vois pas souvent passer des médecins, des sangliers peut-être, des médecins un peu moins. Si je suis ici, donc c'est pour en ma qualité de personne formée au sein du planning familial du Gard sur les questions LGBT et notamment sur les questions de transidentité. Ainsi qu'à la Confédération nationale, qui travaille aussi sur ce sujet. Et notamment parce que j'anime des cercles de parole, parce que, en plus d'être une bénévole formée, je suis aussi une personne concernée. Et donc, aujourd'hui... c'est pas moi, ça? C'est encore mon collègue. Voilà. Donc, je suis là, en dernière intervenante, pour vous remettre une belle couche sur les violences que nous subissons. Et moi, je vais m'appuyer sur les retours des associations communautaires, mais aussi sur les retours que me font les personnes quand elles viennent à nos cercles de parole. Et malheureusement aussi sur les retours personnels que je peux vivre ou les retours de mes camarades, de mes adelphes tout autour de moi. Donc, être une personne trans et être dans un parcours médical, c'est un parcours du combattant de tous les jours, qui, comme on l'a vu depuis ce matin, regroupe vraiment plein d'aspects très différents qui concernent ou non la transidentité, malheureusement.
Ça commence souvent, comme on disait, par des violences administratives au niveau du secrétariat, dès la prise de rendez-vous. Notamment pour tout ce qu'on a déjà dit en fait sur la non-cohérence du numéro de sécurité sociale, sur le nom qui est inscrit au moment de prendre le rendez-vous, sur la façon dont le secrétaire ou la médecin va venir, va nous parler, va nous accueillir, va nous appeler dans la salle d'accueil. Ça entraîne une difficulté, un non-accès aux soins qui est vraiment difficile et qui se poursuit ensuite à chaque étape. C'est-à-dire que souvent, dans le cadre de la transidentité, on va passer donc par l'ALD qui a été mentionné déjà ce matin. Et ici, on se retrouve avec des refus de prise en charge de l'ALD. Pourtant, l'ALD, ce n'est pas un dossier très gros à faire. On ne demande pas grand-chose, pas beaucoup de pièces justificatives, même pas. C'est quelque chose qui peut être rempli par votre médecin traitant. Et si même votre médecin traitant n'a pas trop l'habitude, c'est quelque chose auquel il a beaucoup d'informations sur Internet et qui est vraiment très facile à remplir. Et qui permet de couvrir vraiment les soins qui peuvent être nécessaires ou non par la suite, parce qu'un parcours de transition, il n'y en a pas qu'un, justement. Et donc, du coup, c'est important de brasser le plus large possible quand on fait une ALD. Mais en vrai, on n'aura pas forcément besoin de tout, hormones ou pas, chirurgie ou pas, épilation ou pas, etc. Et malheureusement, on se retrouve quand même avec assez régulièrement des refus de l'ALD, notamment par la CPAM, qui est en charge d'accorder ou pas les ALD. Et il faut savoir que cette année, il y a eu, entre 2024 et 2025, il y a eu plusieurs personnes trans qui ont décidé de porter plainte contre la CPAM dans leur région, dans leurs différents départements. Et on a déjà eu 2 condamnations de la CPAM. Donc il y a eu 2 tribunaux judiciaires qui ont déjà rendu des condamnations en disant qu'il n'y avait pas de motif légitime au refus de cette ALD. Et en effet, comme on a pu voir tout à l'heure, des motifs légitimes pour refuser une ALD à une personne trans, en vrai, il n'en existe pas beaucoup. Mais l'ALD 31, c'est aussi quelque chose auquel les personnes ne pensent pas forcément à avoir recours. Il y a beaucoup de de non-recours à l'ALD. Et pour plein de raisons, donc là vous avez des chiffres. Sur 50%, c'est beaucoup de discrimination. Par exemple, des réactions négatives de professionnels de santé, ne pas avoir les moyens d'aller voir un médecin, ne serait-ce que pour faire le déplacement, par exemple, ou même ne pas savoir à qui s'adresser, pas savoir que notre médecin traitant pouvait le faire, etc., etc. Et sur les 50% des personnes trans qui ne décident de ne pas utiliser l'ALD, on ne sait pas à quel point c'est un manque d'information ou pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est un choix éclairé ou non? Elles font le choix de ne pas le prendre, mais en même temps, peut-être que c'est parce qu'elles n'avaient pas l'info. Du coup, ça entraîne un renoncement aux soins. Et quand je parle de soins, je ne parle pas forcément de soins liés à la transidentité, je parle d'un renoncement aux soins en général. C'est-à-dire que quand on est une personne trans et qu'on est malade, je ne sais pas, qu'on attrape la grippe, qu'on attrape le Covid, etc., et bien déjà, la décision d'aller voir un médecin est une étape hyper importante. Et on peut souvent se refuser d'aller se soigner. Alors là, je parle de choses qui peuvent être plus ou moins importantes, mais ça peut être aussi si on a besoin d'une opération, si on a une maladie handicapante, etc. La discrimination qu'on subit, elle touche même à ces actes qui ne touchent pas la transition. Donc là, par exemple, on voit que selon l'enquête Chrysalide Santé Trans en 2011, bon, qui date un peu, je suis désolé, il y avait quand même 16% des personnes trans interrogées qui ont déjà essuyé un refus pour le seul motif de leur transidentité. C'est-à-dire que vous allez voir votre médecin, vous lui dites « je me suis tordu la cheville », votre médecin vous dit « vous êtes une personne trans, je ne vous prends pas ». Voilà, c'est des choses qui sont... Alors là, le chiffre date de 2011, c'est des choses qu'on vit. Moi, je l'ai vécu encore personnellement il y a quelques mois. Donc c'est quelque chose qui touche tout le monde encore chez les personnes trans. Et les statistiques à l'époque, c'était que 35% des personnes trans ont renoncé à des soins dans les mois qui ont précédé l'enquête à cause des préjugés du personnel soignant sur les personnes trans. Et donc le préjugé, ça peut être bien sûr la médecin, ça peut être le secrétaire, ça peut être l'infirmier, ça peut être tout personnel autour. Donc là, voilà, on en a vécu. Donc là, j'ai montré l'exemple d'une personne refusée, même en étant suivie par des spécialistes sur la transidentité, mais refusée pour des soins médicaux classiques. Et j'ai eu récemment le cas d'une amie qui est allée aux urgences pour une pathologie grave, une infection qui se révélait être une infection des poumons, et qui, par l'infirmière aux urgences,
lui a demandé si c'était... Enfin, lui a pas demandé, lui a dit, c'est sûrement à cause de vos hormones. Donc je ne sais pas si vous êtes très calé en hormonothérapie, mais il y a assez peu de rapport entre les oestrogènes et une infection du poumon. Donc voilà, mais c'est des choses qui se passent, voilà, des exemples qu'on a encore tous les jours. Il y a en médecine un des soucis qu'on affronte, c'est un peu le manque d'autonomie médicale. Comme on a pu voir, l'expérience, le fait que la transidentité soit médicalisée, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas commun forcément dans tous les pays, qui n'est pas forcément demandé partout, qui n'est pas forcément souhaité non plus par les personnes trans. Il y a d'un côté notre transidentité et ensuite de l'autre côté notre santé. Donc oui, on a très envie que notre santé soit prise en charge par des médecins compétents, par du personnel médical compétent. Mais il y a quand même une remise en cause assez régulière sur le fait qu'on soit experte de notre propre situation. Déjà, on va nous dire qu'on n'est pas trans, que c'est autre chose. Alors, c'est déjà dur pour des enfants en construction. Quand on est adulte, qu'on a 35 ans et que ça fait plusieurs années qu'on y pense, quand il y a quelqu'un qui vient vous dire que sûrement que vous n'êtes pas trans et qu'il va continuer à vous genrer au masculin, c'est pas forcément très souhaité. Et bien sûr, on a vu que jusqu'à récemment, il y avait des choses assez horribles comme les validations psychiatriques obligatoires, le test de vie réelle, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais qui est une chose assez horrible où on vous force à vivre dans votre genre de choix, certes, mais sans vous donner accès à rien, ni hormones, ni opérations, ni rien du tout, juste pour prouver que vous êtes bien trans, voilà, juste pour prouver à la médecine que vous êtes bien trans. Bien sûr, si vous savez un peu ce que c'est qu'une dysphorie, je peux vous affirmer que vous obliger à ne pas vous raser et à en même temps vous faire porter une robe dans la rue est une expérience que j'espère qu'on ne force plus à faire aux gens aujourd'hui. Malheureusement, c'était encore le cas jusqu'à très peu de temps. Et il y a un dernier cas qui est la remise en cause de l'automédicamentation. Parce que l'automédicamentation, c'est un mot qui fait peur, notamment à vous médecins, j'imagine. C'est un mot sur lequel on vous a appris à travailler aussi. Mais nous, chez les personnes trans, quand on parle d'automédication, ce n'est pas pour soigner notre grippe, c'est pour notamment généralement nos hormones. Et il faut savoir qu'on a une super communauté, qu'on s'informe énormément, qu'il y a des membres de notre communauté qui sont des médecins, des scientifiques, et qui s'appuient sur 70 ans, même plus maintenant, de recherche médicale. Et que parfois, par choix ou par dépit, on va chercher nos infos, et on va chercher nos sources, et on va chercher nos propres hormones. Et c'est souvent mal pris, mal vu par les médecins ou par le personnel médical d'une manière générale. Alors que souvent, si on va voir un médecin pour lui parler du fait qu'on prend nous-mêmes nos hormones, c'est aussi pour être suivi par ce médecin, parce que nous, on est peut-être expertes de nos hormones, mais on a bien envie que notre santé générale soit supervisée par quelqu'un qui peut nous expliquer nos prises de sang, quelqu'un qui peut nous les prescrire, notamment, et vérifier que tout va bien dans notre vie. Donc voilà, donc typiquement, par exemple, pour les femmes trans qui souhaitent utiliser des oestrogènes par injection, c'est pas possible en passant par un médecin en France. Donc souvent, on va passer par des réseaux qu'on a nous, et du coup, on les récupère. Et souvent, ce qu'on a besoin, c'est que notre médecin nous suive sur nos prises de sang pour vérifier que ça va bien, que ça fonctionne, que nos taux d'hormones sont bons, que on n'a pas de problème cardiovasculaire avec les prises d'hormones, etc., etc. Et parfois, ça fait peur, et donc du coup, les médecins refusent cette prescription, ce qui ne nous empêche pas de prendre les hormones. Donc on se retrouve à prendre des hormones et de ne pas avoir de prise de sang, ce qui est extrêmement compliqué. Nous, au planning familial, on accompagne souvent les personnes trans pour aller voir leur médecin, justement pour être un intermédiaire, pour expliquer aussi un peu, notamment quand les personnes vivent des discriminations croisées, racisme, sexisme, etc. Ça nous permet de nous positionner un petit peu en intermédiaire. Et on l'a fait cette année, et la personne qu'on a accompagnée s'est retrouvée... on a eu le cas d'une personne qui s'est retrouvée quand même engueulée, rejetée par son médecin, alors même qu'on était présente, et qu'on expliquait, et qu'on était là soutenante avec cette femme trans. Et qui venait d'une communauté racisée qui faisait qu'elle n'avait pas non plus un choix extraordinaire déjà en campagne de médecin, mais en plus un médecin de sa communauté, qui pouvait comprendre ce qu'elle pouvait vivre par le racisme, mais qui ne comprenait pas ce qu'elle était en train de vivre par la transidentité. Donc, on en a déjà parlé, mais il y a eu enfin des recommandations de l'HAS qui sont arrivées en juillet 2025,
qui replace l'autodétermination comme base du parcours du soin. C'est-à-dire que nous savons que nous sommes trans. Merci. On n'a pas besoin si on a besoin d'un suivi pour notre santé mentale, c'est parce que être trans, c'est difficile et que c'est intéressant d'être suivi pour la santé mentale, mais c'est pas pour qu'un médecin nous valide. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'on revient à l'idée d'autodétermination. Donc, avec la fin du test du VIRL et la fin des validations psychiatriques obligatoires. La possibilité pour les médecins généralistes de débuter un traitement hormonal en suivant une formation, comme par exemple cet après-midi. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que ça peut faire peur au début, mais en fait, c'est un besoin souvent vital et pas si compliqué que ça, parce que même moi qui suis ni scientifique ni médecin et nul en maths, j'ai réussi à comprendre mon hormonothérapie et à lire ma prise de sang. Donc je suis sûr que mon médecin serait encore plus fort que moi. Cette recommandation est intéressante aussi parce qu'elle rappelle le rôle des assos communautaires dans l'autosupport, l'orientation et la formation des professionnels, comme aujourd'hui et comme à plein d'égards. Par exemple, le planning familial du Gard forme des professionnels de santé, si besoin, sur le territoire du Gard. Et les assos communautaires, on en a vu plusieurs de mes camarades aujourd'hui, mais on a aussi des assos communautaires beaucoup plus petites, locales, qui font aussi de l'information. Je sais qu'elles sont là aujourd'hui, Cœur sur les Féroces Dolls. Merci pour tout le travail que vous faites pour les trans précaires sur Montpellier. Et du coup, la prise en compte de cette automédicamentation, de cette réalité, que c'est pas parce que vous êtes contre que nous, on continuera pas à s'injecter les hormones qui nous sauvent la vie. Il reste malheureusement des discriminations et surtout, quand on est une personne trans, on peut vivre des discriminations multiples, croisées. On en a parlé de plusieurs, notamment autour du VIH et des parcours migratoires. Aujourd'hui, le plus compliqué, c'est le fait que la HAS n'a pas décidé de se prononcer pour les enfants, alors que c'est un besoin vital d'être accompagné. C'est une vraie panique morale où on instrumentalise les enfants trans contre leur bien-être et que des associations d'extrême droite réactionnaires ont réussi à peser assez dans la balance pour empêcher le HAS d'émettre des recommandations qui pourraient être suivies par les médecins. On l'a vu tout à l'heure, mon collègue en a parlé sur les violences intrafamiliales, mais il faut savoir que c'est à peu près 60% des personnes trans qui subissent des violences intrafamiliales. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est même pas en sécurité dans notre propre famille et que souvent on est coupé de notre famille et qu'on manque de ressources. Et bien sûr, on vit des personnes trans et racisées, des personnes trans qui sont en parcours de migration, des personnes trans et homo, les lesbiennes et les gays trans existent. Et bien sûr, les TDS et bien sûr le handicap que je n'ai pas mis sur ma slide mais qui est hyper important. Bref, on subit, et donc du coup, c'est des choses sur lesquelles il faut aussi se former. Aujourd'hui, vous formez sur la transidentité. J'espère que vous suivrez des mêmes colloques sur d'autres sujets de discrimination. Bien sûr, il reste une dernière chose, c'est que on a une communauté, on a un soutien qui est incroyable de nos adelphes, de nos sœurs trans, de nos frères trans. Mais malheureusement, on vit aussi de la LGBT-phobie au sein de notre propre communauté, entre lesbiennes, entre gays, entre trans, ou d'une lesbienne à une trans, etc. Et que ça nous isole, c'est-à-dire que pour nous, il est hors de question souvent d'aller porter plainte contre une sœur lesbienne, même si elle nous a discriminés en tant que personne trans. Et du coup, on passe ça sous silence, on serre les dents et on avance. Donc voilà, c'est le vécu qu'on a. Voilà, j'arrive au bout. Merci. Merci Gabriel. Je suis désolé, je vais frustrer tout le monde, mais Gabriel et Lucas, je pense, répondront facilement à vos questions sur les temps de pause, mais on a pris du retard et on a une pause très très courte à midi. Donc du coup, je vais donner la parole directement à Louis parce que c'était important dans la construction de ce colloque que les associations communautaires puissent porter un plaidoyer aujourd'hui pour un meilleur accompagnement des personnes trans. Donc Louis, c'est à toi et je te remercie pour ce plaidoyer. Du coup, c'est Gabriel qui va commencer. Donc on a un petit texte à vous lire. Alors, partout dans le monde, les droits des personnes trans, non-binaires et intersexes sont attaqués. Toutes les sociétés qui basculent dans l'autocratisme, le despotisme, ciblent en premier lieu les personnes trans et les personnes migrantes. Nous voyons ce qu'il advient de nos droits aux USA.
depuis l'accession au pouvoir de Donald Trump, qui n'a eu de cesse de fustiger les personnes trans durant toute sa campagne. Aujourd'hui, l'accès aux transitions de genre pour les mineurs est impossible aux USA, forçant les familles à partir du pays. Les adultes peinent à avoir accès aux hormones, ne peuvent plus concourir dans les épreuves sportives. Les enseignants et enseignantes trans sont menacés par les parents d'élèves. La culture queer et trans est censurée dans les bibliothèques. Des gamines sont sommées de dire quels sont leurs organes génitaux pour pouvoir avoir accès aux toilettes des femmes. En Russie, les personnes trans et les personnes queer sont prises pour cible, menacées de prison si elles se permettaient la moindre revendication. Subissent des violences directes, décomplexées, voire encouragées, des guet-apens. En Europe, la montée des extrêmes droites s'associe avec un recul massif des droits LGBTQI, que ce soit en Hongrie, avec la suppression du droit à organiser une marche des fiertés, que ce soit l'Italie de Meloni, qui bloque la lutte contre les discriminations LGBTQI-phobes et qui empêche les transitions. L'Angleterre a quant à elle fait passer une loi bloquant les transitions de mineurs sous prétexte de les protéger, en contradiction avec toutes les études sociologiques et médicales sur le sujet, marquant la réussite du mouvement transphobe à gagner les sphères parlementaires grâce à des stratégies médiatiques et de lobbying agressives, coûtant des millions, pour faire de nos vies des sujets politiques, vidés de toute empathie et du moindre humanisme. Enfin, n'oublions pas tous les pays qui ont basculé dans le radicalisme, chrétien ou islamiste, et qui condamnent à mort le travestissement et les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Afghanistan, Iran, Qatar, Ouganda, etc. En France, nous n'oublions pas que les personnes trans assassinées sont en premier lieu les femmes trans migrantes, travailleuses du sexe. Les personnes trans déjà marginalisées vivent une perte de chance dans tous les domaines de la vie. Et cela est accentué lorsqu'elles vivent d'autres formes d'oppression. En France, changer de prénom ou de sexe à l'état civil entraîne toujours des difficultés administratives ubuesques. Et cela est aggravé par les demandeurs et demandeuses d'asile ou pour les mineurs. En France, 1/3 des personnes trans s'empêchent d'accéder à des soins par peur de vivre des discriminations. Les thérapies hormonales et chirurgicales sont toujours insuffisantes, avec des traitements qui ne sont pas adaptés, des personnes trans qui se tournent vers le marché noir pour avoir des traitements plus qualitatifs, et un système de santé à 2 vitesses entre les personnes trans qui peuvent financer des chirurgies avec dépassement d'honoraires dans des cliniques privées et celles qui doivent attendre des années pour être prises en charge dans le service public. Cela doit changer. Donc aujourd'hui, ce que nous dénonçons, c'est nous, associations, professionnels, personnes concernées, dressons un constat clair et partagé. Des soins accessibles. Dans de nombreux départements ruraux, l'accès à un ou une endocrinologue ou à un médecin formé est un parcours d'obstacles, des déplacements de plusieurs heures, parfois pour essuyer des refus ou des humiliations. Le manque de formation des soignants et soignantes n'est plus un retard, c'est une complicité. Les refus d'ALD, les exigences d'attestation psychiatrique, les prises en charge conditionnées à notre conformité aux normes cisgenres, tout cela nous tue. Une santé mentale méprisée. Près de 40% des personnes trans ont tenté de mettre fin à leur jour, mais l'accès aux soins psychologiques reste un privilège. Les personnes précaires, racisées, sans papier sont encore plus éloignées des structures de santé mentale. Et quand elles y accèdent, c'est souvent au prix d'un jugement, d'une pathologisation de leur identité. Des mutilations toujours pratiquées. En 2025, en France, des enfants intersexes sont toujours mutilés. Des actes chirurgicaux irréversibles et non nécessaires d'un point de vue médical sont réalisés sans leur consentement. Ces pratiques sont une violence institutionnelle et médicale. Le silence autour de ces mutilations est une honte. Des droits bafoués. Changer sa mention de genre à l'état civil reste un parcours judiciaire. L'accès à la PMA reste inégal et interdit aux hommes trans ayant effectué leur changement de genre. L'AME, l'aide médicale d'État, est menacée. Les travailleurs et travailleuses du sexe sont criminalisés. Et pendant ce temps, les politiques se taisent ou nous attaquent. Ce que nous revendiquons. Nos revendications sont claires. Elles reprennent les appels nationaux portés par l'existence inter et les ancrent dans nos territoires. Nous les portons ensemble, nous les exigeons ici et maintenant. Pour les personnes trans, l'autodétermination comme principe fondamental, la fin de la psychiatrisation des parcours de transition, l'accès libre, remboursé sans condition aux traitements hormonaux, à la chirurgie, à la contraception, à la préservation de la fertilité, à la PMA, à la psychothérapie si elle est à la demande des patients et patientes. La simplification de la reconnaissance de la parentalité La simplification de la reconnaissance de la parentalité que les parents aient changé de genre à l'état civil avant ou après la naissance de l'enfant. C'était clair ça ou pas? Super. Des congés de transition dans le monde du travail, la régularisation des personnes trans sans papier dont l'expulsion dans le pays d'origine les expose à toujours plus de violence, le maintien et l'élargissement de l'aide médicale d'État.
Pour les personnes intersexes, l'interdiction immédiate des mutilations et traitements non consentis, le respect du droit à l'intégrité corporelle et au consentement éclairé, des soins respectueux, informés, construits avec les premières personnes concernées. Dans nos territoires, des formations portées par des associations de personnes concernées systématiques pour toutes et tous les professionnels de santé et sociaux du coup. Des moyens pour les structures associatives de proximité, des solutions concrètes pour l'accès aux soins dans les zones rurales et isolées, des données précises sur l'accès aux droits et aux soins des personnes trans et intersexes en région. Pour notre société, on souhaite la dépénalisation du travail du sexe, l'accès réel à la PMA, à la filiation, à la protection sociale, une lutte ferme contre les discours transphobes, y compris dans les médias et les institutions, des moyens publics pour garantir l'accès à l'IVG, à la contraception et au parcours de transition. C'est ce que nous demandons aux institutions en Occitanie. Nous demandons au pouvoir public, ARS, préfecture, collectivités, caisses d'assurance maladie, établissements de santé, élus, de sortir du silence. Nous leur demandons de nous soutenir financièrement et politiquement les structures associatives qui accompagnent les personnes trans et intersexes, de former et encadrer les professionnels de santé, d'impliquer les personnes concernées dans les décisions, les comités, les recommandations qui les concernent et de les rémunérer pour notre travail. De refuser toute complaisance avec les courants réactionnaires, médicaux ou politiques. C'est bientôt fini. D'assurer publiquement une position de défense des droits humains. Ce plaidoyer, c'est une ligne de vie. Ce texte est un appel à tenir ensemble. Il est né de réunions locales, d'assemblées, d'échanges de vécus. Il est porté par des parents, des parentes, des soignants, des soignantes, des usagers, des usagères, des militants, des militantes, des professionnels, des associations. Il porte nos colères et nos convictions. Les luttes trans ne sont pas accessoires, elles sont vitales. Et si l'extrême droite les prend pour cible, c'est parce qu'elles mettent en danger les fondations autoritaires d'un monde qui serait figé. Nous rêvons l'inverse. Nous voulons un monde plus libre, plus juste et plus vivant. Donc les signataires de ce plaidoyer sont le Reste Occitanie Est, Vivre, le Refuge, le planning familial de l'Ariège, le planning familial du Gard, le planning familial du Lot, l'ASQF, ACT UP et Envie.